Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Au sommaire, les dossiers de candidature à la présidentielle de novembre prochain passent au peigne fin. La commission ad hoc de vérification et de validation des candidatures a débuté ses travaux hier pour une durée de 48 heures. Une oreille attentive pour les personnes désavantagées. La ministre en charge de la solidarité nationale a procédé lundi au lancement officiel du deuxième forum des personnes handicapées. En Côte d'Ivoire, le candidat Kouadio Nambertin dit Kakabe a été investi ce dimanche. L'ex-militant du PDCI-RDA veut réinventer la méritocratie au détriment des nominations de proximité. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. 48 heures pour étudier minutieusement les documents des prétendants à la présidentielle du FASO. La commission ad hoc de la CENI, en travaux depuis hier, procède à la vérification de chacun des 23 dossiers enregistrés. Une séance de travail qui se déroule en présence des candidats ou de leurs représentants et au bout de laquelle la CENI transmettra les dossiers validés au Conseil constitutionnel. Jean-Eudes Bambara. Des cérémonies d'ouverture les plus courtes, celle-là en fait partie. Cette cérémonie d'installation de la commission ad hoc chargée de l'examen et de la validation des dossiers de candidature à la présidentielle, à peine ouverte, a été suspendue pour faire place à une réorganisation de la salle. La commission n'a que 48 heures et il faut aller vite et bien. Tout à l'heure, à huis clos, nous allons appeler dossier par dossier. Nous allons vérifier si le dossier il est complet. Toutes les pièces y figurent et si toutes les pièces sont conformes. Et nous allons valider. Nous, ce n'est pas un tamis. Nous allons publier la liste de tous les candidats qui peuvent participer aux élections, conformément au texte. Maintenant, celui qui n'est pas satisfait peut évidemment interjeter recours auprès du Conseil constitutionnel. Ce comité, conformément au code électoral, est composé des 23 potentiels candidats ou leurs représentants et présidé par le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Nombreux sont les candidats qui avaient soumis des dossiers incomplets à la CENI, mais ces derniers se disent tout de même confiants quant à la validation de leur candidature, à l'exemple du conseiller d'intendance scolaire Issa Sawadgo, qui n'a pas pu joindre la caution de 25 millions de francs CFA à son dossier. S'il vous plaît, la Constitution me permet, à son article 1 et 38, me permet de déposer ma candidature sans caution et sans les 25 millions. Donc si le Conseil décide d'invalider, c'est que la loi même des 25 millions est inconstitutionnelle. Je suis très confiant parce que je suis burkinabé et je pense que ce matin, je serai retenu. Ça, il n'y a rien à faire, sauf si on décide de violer la Constitution, tout simplement. D'autres candidats, comme Silver Salga, semblent déjà désespérés. À 29 ans, l'écrivain-chercheur est le plus jeune candidat enregistré par la CENI, mais son âge a été jugé inférieur à l'âge minimum requis par l'article 123 du Code électoral, qui est de 35 ans. L'essentiel pour lui est que le processus se déroule dans la transparence. Dans tous les cas, notre objectif aujourd'hui, c'est pouvoir participer au comité et juger de la transparence des travaux. Pour ce qui est des critères de sélection ou de validation, bien sûr, il y a ce que le code électoral dit, mais dans tous les cas, c'est comme je l'ai dit lors des dépôts. Alors, ce n'est pas l'âge qui compte, c'est qui peut faire quoi qui doit compter. Donc, dans tous les cas, pourvu qu'il y ait la transparence. Cette commission ad hoc soumettra son rapport, selon le président de la CENI, au Conseil constitutionnel. Et en attendant l'ouverture officielle de la campagne électorale, la liste provisoire des candidats retenus pour la course au fauteuil présidentiel sera connue le 10 octobre prochain.
Une approche inclusive pour les personnes handicapées. La ministre Laurence Ilboudo va à la rencontre des personnes vivant en situation de handicap dans la région du Sahel. Un rendez-vous pour mettre à nu les difficultés et les préoccupations de cette couche de la société. Cet échange du lundi dernier marque le début de la 2e édition du Forum des personnes handicapées. Nous voyons tout cela en compagnie de Michael Tougri. Après la conférence de presse qui ouvre le bal des forats régionaux des personnes handicapées du Burkina Faso, place où j'échange avec le ministre en charge de la solidarité. C'est un face-à-face entre cette couche de la société et Marie-Laurence Ilboudo. 4 préoccupations sont portées par les handicapés de la région du Sahel à leur ministre de tutelle. Les préoccupations prioritaires que nous avons identifiées, nous avons parlé d'abord de la formation professionnelle des personnes handicapées. Vous voyez. Et ensuite, nous avons parlé des activités génératrices de revenus. Le 3e aspect, c'est la délivrance des cartes d'invalidité aux personnes handicapées et leur mise en valeur surtout. Voilà, ça c'est le 3e point. Le 4e point, je pense que nous avons demandé, parce que toutes les provinces ont demandé la construction des maisons ou d'un centre pour les personnes handicapées dans chaque province. Bon, nous avons vu que ce n'est pas simple de réaliser tout ça dans toutes les provinces, mais nous avons dit, bon, si c'est ainsi comme maison se répète, nous avons dit, bon, pour l'instant, on va donner une priorité, juste au moins une maison dans la région du Sahel pour les personnes handicapées. Marie-Laurence Ilboudo a été très attentive aux préoccupations des handicapés. Et pour le ministre en charge de la solidarité, la région du Sahel est une preuve de résilience face aux attaques terroristes. Cette rencontre de Dori réunit les handicapés des 4 provinces de la région du Sahel. Selon des données au Burkina Faso, on compte plus de 3 millions de personnes vivant avec un handicap. Le Forum national offre l'opportunité à l'ensemble des acteurs du domaine de faire un bilan des actions menées, de recenser les entraves et de projeter vers un futur, ce qui offre de meilleures garanties d'épanouissement des personnes handicapées. Les activités suivantes seront retenues. L'organisation des forats dans toutes les régions, l'organisation d'un panel qui interviendra le 26 octobre 2020 sous le patronat de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et le dialogue direct des personnes handicapées au Burkina Faso avec le chef de l'État prévu le 27 octobre 2020. Ce 2e forum des personnes handicapées, plaît avec la Journée internationale des personnes handicapées, sera célébré le 27 octobre prochain. Une rencontre qui sera placée sous le thème « Protection et promotion des personnes handicapées dans le contexte de crise sécuritaire, défis et perspectives ». Au Burkina Faso, la crise sécuritaire a déjà fait plus de 11 000 personnes déplacées internes handicapées, dont 6 698 femmes et 5 043 hommes. Une autre tranche de la population qui s'est faite entendre hier, c'est celle des retraités. Pourquoi pas un plus pour arrondir les fins de mois? L'Association des retraités du Burkina, à travers son 22e congrès, a fait le bilan de ses activités pour ces 3 dernières années. L'occasion était également tout indiquée pour ces personnes du 3e âge de parler de leur situation socio-économique. Mamidriana Kamabou. La situation socio-économique de retraités du Burkina Faso demeure une préoccupation aussi bien pour les autorités que les personnes du 3e âge. À ce 22e congrès, en plus d'examiner le rapport d'activité ainsi que le budget 2017-2019 du Bureau exécutif national, l'accent sera mis sur la situation socio-économique. Il sera aussi question à ce congrès de trouver des solutions idoines afin d'apporter un changement significatif à leur situation socio-économique. Quand on est en activité, il y a le système d'avancement d'échelon, le système de prime d'ancienneté, en tout cas qui permet d'année en année d'améliorer les choses. Donc les salaires, on peut dire que le salaire de travail en activité n'est pas fixe, il bouge avec le temps. Alors qu'à la retraite, tant qu'on n'intervient pas pour ajuster un peu, augmenter un peu, le sac de mille que tu as payé il y a 10 ans à 5 000 francs, peut-être que cette année, en 2020, tu l'achètes peut-être au double. L'augmentation de la pension de retraités du Burkina Faso est l'une des préoccupations majeures des congressistes. À cette question, le secrétaire général du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale rassure. À la suite des études actuelles,
il pourrait être envisagé une augmentation des pensions. Mais les études ne sont pas encore terminées. Alors, comme je le disais aussi, il s'agit de faire en sorte que si on doit augmenter les pensions, que le système soit pérenne. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'augmenter juste pour augmenter et se retrouver quelques années en cessation de paiement. Et au-delà de leurs pensions, le ministère en charge de la fonction publique dispose d'un fonds d'appui pour le retraité, a en croire le secrétaire général du ministère. Un fonds d'appui aux travailleurs déflattés et retraités qui permet à tout retraité qui est toujours physiquement en mesure de diriger un projet, de pouvoir bénéficier d'un prêt et puis mener d'autres activités qui puissent permettre, en tout cas, in fine, à l'amélioration de son revenu. Quel rôle doit jouer le retraité au plan social, économique et patriotique afin de consolider la cohésion sociale et le savoir-vivre ensemble pour un climat apaisé au Burkina Faso? C'est sous ce thème que se tient ce 22e congrès de l'Association nationale de retraités du Burkina Faso. À travers donc ce thème, les personnes du troisième âge comptent apporter leur soutien dans la consolidation de la paix au Burkina Faso. L'espoir est certainement permis, surtout avec le projet d'appui à l'inclusion financière du ministère en charge de l'économie, faciliter l'accès au financement. Le ministère concerné par cette politique vient soulager les petites et moyennes entreprises. Le lancement officiel de ce projet a eu lieu hier à Ouagadougou. Abdoul Rahim Nienye. Le projet d'appui à l'inclusion financière et l'accès au financement des petites et moyennes entreprises est désormais opérationnel au Burkina Faso. D'un coût de financement de près de 55 milliards de francs CFA, il prend en compte les agriculteurs, les femmes et les jeunes. À court et long terme, ce projet devra être un moyen de réinsertion économique des populations cibles sur tout le territoire national. C'est une grande nouvelle après celle que nous avons vécue il y a un mois à travers le lancement du Fonds national de la finance inclusive qui a été même lancé par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui montre donc que le gouvernement est en marche pour pouvoir donc permettre à l'ensemble donc de la population de pouvoir disposer du matériel, de pouvoir disposer des moyens de production et surtout du crédit et du financement pour pouvoir permettre à chacun dans les 45 provinces, dans les 8000 villages, de faire des activités dont il a besoin de faire et de pouvoir produire de la richesse et de pouvoir améliorer son cadre de vie. Premier du genre au Burkina Faso, ce projet se fixe plusieurs objectifs. Selon la représentante résidente de la Banque mondiale, première partenaire financière de ce projet, ses ambitions sont en droite ligne avec celles de son organisation. Articulé autour de 3 grandes composantes, chaque composante est associée à un objectif. La première vise à augmenter l'utilisation des comptes de transaction. La deuxième vise à renforcer la capacité institutionnelle pour accroître l'inclusion financière. Et la dernière vise à augmenter l'accès des agriculteurs et des PME au crédit. Le projet, comme a été dit, prévu pour durer 6 ans, est aligné avec le double objectif de la Banque mondiale consistant à mettre fin à l'extrême pauvreté et à promouvoir une prospérité partagée. Et pour atteindre les objectifs de ce projet, qui a une durée de 6 ans, le Fonds d'appui aux petites et moyennes entreprises entend apporter des idées novatrices à l'ère de la technologie afin d'améliorer la qualité de ses offres. Nous sommes à l'ère du numérique et vous savez aussi que la manipulation du cash est un risque pour nos populations, pour nos entrepreneurs et pour tous ceux qui sont dans le milieu des affaires. Et il était donc nécessaire que nous puissions profiter donc de l'opportunité qu'offre donc le numérique pour pouvoir permettre à toutes les institutions qui sont dans la manipulation du cash de pouvoir digitaliser, numériser, faciliter donc cet accès donc au financement et de permettre donc un accès abordable et facile donc aux ressources à travers donc les portefeuilles et les monnaies électroniques qui sont déjà développées au niveau de notre pays. Notons que la mise en œuvre de ce projet est effective depuis septembre 2019. Après le lancement officiel ce 6 octobre, les premiers responsables de ce fonds se fixent déjà de nouvelles ambitions. Il s'agit entre autres de l'achèvement des études de faisabilité du projet de paiement numérique à la Carrefour et à la CNSS,
de la mise en œuvre de la supervision basée sur le risque dans le secteur de la microfinance et du lancement du diagnostic en besoin d'éducation financière. Nous restons en compagnie du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Lassane Kaboré, au taquet et plus proche de ses collaborateurs. Une visite dans la région des Cascades le 29 septembre dernier a permis au ministre en charge de l'économie d'échanger avec les responsables des structures décentralisées de son département. Joseph Koudougou pour le compte-rendu. Une délégation du ministre de l'Économie, des Finances et du Développement dans la région des Cascades. Une sortie pour prendre langue avec les responsables des structures déconcentrées de ce département ministériel. Cette tournée rentre en droite ligne avec ce que j'ai toujours prôné, donc la proximité, mais aussi l'écoute et la compréhension mutuelle. Et ce que je poursuis, c'est de véritablement créer cette ambiance et surtout cet esprit de famille, et aussi faire en sorte que la concorde et surtout le dévouement dans le travail puissent exister. Vous savez que notre département est un département qui est au cœur donc, de la mobilisation des ressources, qui doit aussi travailler sur l'ensemble des plans de développement, qui doit accompagner et naturellement, si rien ne va, nous allons donc créer des difficultés. L'objectif de ces visites s'inscrit dans la volonté du premier responsable du ministère en charge de l'économie d'être plus proche du personnel de ces structures déconcentrées et c'est là pour mieux valoriser le capital humain. Une occasion saisie par les responsables de ces structures déconcentrées pour faire des doléances en vue d'une amélioration de leurs conditions de travail. Ça nous a permis d'échanger avec lui sur un certain nombre de préoccupations auxquelles les structures déconcentrées du ministère sont confrontés dans la région. Ces préoccupations se résument essentiellement à la vétusté des installations des bâtiments qui abritent certaines structures et également la question du personnel liée essentiellement à la mobilité du personnel qui a été évoquée avec le ministre. La visite du ministre de l'Économie, des Finances et du Développement marque le début d'une longue série qui va toucher toutes les autres régions du pays. Après Banfora, le ministre Lassane Kaboré a mis le cap sur Bobo Dioulasso dès le lendemain. L'objectif était le même, à rencontrer et échanger avec les dirigeants des services du ministère de cette ville, toujours en compagnie de Joseph Koudougou. Acte 2 de la tournée du ministre de l'Économie, des Finances et du Développement. Après les Cascades, c'est la région des Hauts-Bassins qui reçoit la délégation ministérielle avec toujours le même objectif. Toucher du doigt les conditions de travail des agents des services déconcentrés du ministère. Le port sec, la direction régionale de l'économie et de la planification, l'Institut national de la statistique et de la démographie et la direction du centre des impôts de Bobo 2 ont constitué les étapes de cette sortie terrain du ministre dans la région des Hauts-Bassins. Et à l'issue de ces visites, le ministre a tenu une rencontre avec les responsables de ces services déconcentrés de la région. L'objet principal, c'est d'abord une visite pour encourager mes collaborateurs à l'ouvrage. Nous sommes obligés de multiplier les initiatives, non seulement pour mobiliser le maximum de recettes, pour pouvoir financer et faire face à ces charges, mais aussi gérer de manière efficace les ressources que nous avons sur le plan donc, des dépenses. On n'a pas de solution magique. Notre pays fait face à de multiples difficultés et donc c'est progressivement ensemble que nous pourrons donc convenir et travailler à résoudre ces problèmes que nous rencontrons. Une démarche bien accueillie par les agents des services visités. Ce fut une occasion pour eux de faire un plaidoyer à l'endroit de leur ministre de tutelle. On a le cas donc de l'insuffisance du personnel. On a la préoccupation donc de renforcer les moyens financiers. On a la préoccupation relative donc à l'état de dégradation des différents bâtiments dans la région, des bâtiments donc des services du ministère de l'économie, des finances et du développement dans la région des Hauts-Bassins. Donc autant de difficultés que nous avons donc exposées à monsieur le ministre donc de l'économie, des finances et du développement. Des doléances notées par Lassane Kaboré qui prend l'engagement d'y apporter des solutions pour une meilleure performance de ces services régionaux du ministère en charge de l'économie et des finances.
Tout autre chose à présent, 96 heures coloration et rythmes africains. Le village d'expression et de musique africaine de Ouagadougou, Vemao, a refermé ses portes dimanche dernier. Tenu dans la commune de Saba, cette 4e édition a honoré ses promesses. L'ambiance des derniers instants de ce festival est proposée par Fatimata Ninkiema. Rue marchande, prestations artistiques et jeux concours sont entre autres les activités qui ont rythmé la 4e édition du village d'expression de la musique africaine de Ouagadougou, Vemao. 4 jours durant, la commune de Saba a vibré au son de la musique africaine et surtout burkinabé. Et pour le ministre en charge du commerce, c'est une initiative salutaire qui mérite d'être pérennisée. Ils ont réussi à mobiliser la jeunesse, ils ont réussi à mobiliser les mélomanes, ils ont réussi à convaincre les sponsors. Ils ont réussi à faire venir ici des artistes qui ont abordé des thèmes de vivre ensemble, de cohésion sociale et des thèmes qui permettent de galvaniser nos forces de défense et de sécurité. Je pense que lorsqu'on réussit à faire cela durant 4 jours, c'est quelque chose à saluer. Au-delà des prestations artistiques, la scène du Vemao a également accueilli des personnalités publiques et des hommes du micro. Des personnes qui sont réparties avec des distinctions pour le travail qu'ils abattent pour la promotion de la culture burkinabé. Parmi les heureux récipiendaires, le ministre en charge du commerce. Qui m'ont donné cette distinction, je considère cela comme une prime à l'encouragement pour qu'on continue donc d'apporter notre soutien à la culture. Je considère cela comme un message à l'endroit donc de tous ceux qui peuvent accompagner la culture. Parce que la culture, c'est essentiel pour pouvoir donc bâtir le reste. Selon le maire de la commune de Saba, cette activité a apporté un plus dans l'édification du vivre ensemble et de la cohésion sociale entre les fils et filles de sa commune grâce aux messages véhiculés par les nombreux artistes qui se sont succédés sur scène. Et pour le promoteur et son équipe, c'est un pari réussi. Rendez-vous a été donné aux festivaliers pour la 5e édition du Vemao. En Côte d'Ivoire, le candidat Kouadio Nambertin dit Kakabe a été investi ce dimanche au Palais de la Culture de Treichville. Unique challenger du candidat président sortant, Kakabe promet réinventer la méritocratie au détriment des nominations de proximité s'il est élu président. Nous voyons tout cela avec notre correspondant permanent en Côte d'Ivoire, Yamba Kabri. L'unique candidat indépendant face au président Alassane Ouattara pour la présidentielle d'octobre 2020 affûte ses armes pour affronter son challenger dans un combat à David contre Goliath. Sa jeunesse serait peut-être un atout pour ratisser large. Je suis confiant et je sais que cette fois-ci sera la bonne parce que dans toute chose il faut la persévérance. Voilà un jeune qui est venu au nom de tous les jeunes de Côte d'Ivoire, qui va relever le défi, qui va partager, qui va mettre la paix, qui va mettre la prospérité au niveau de toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Je lui fais confiance, que Dieu l'accompagne dans toutes ses œuvres. La jeunesse fait la grande partie, c'est-à-dire le pourcentage même de la population ivoirienne. Alors si un jeune, à l'heure actuelle, veut postuler, je pense que nous sommes très fiers de lui, ce jeune-là. C'est possible que ça soit lui. Donc j'ai mis tout le monde maximum à voter pour lui et d'être confiant, c'est ça, de mettre la confiance de son côté, c'est tout. Et j'espère vraiment qu'il va pouvoir tenir sa promesse parce qu'on n'attend que ça et on le soutiendra. Donc on attend vraiment de lui une réalisation de tout ce qu'il a pu nous dire. Merci. Aussitôt investi, j'écris les transactions avec les Ivoiriens. Oui, Ivoirien. Oui, Ivoirien. J'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle. Je vais en finir avec les privilèges et les passe-droits. Je vais en finir avec la Côte d'Ivoire des copains et des coquins. Je traquerai la corruption partout où elle sévit, vole, usurpe et détourne. Il compte aussi mettre sa jeunesse au profit de cette dernière en priorité. Je m'engage solennellement à servir notre jeunesse,
je créerai un prêt sans intérêt destiné au financement des études universitaires de tous nos jeunesses, tous nos jeunes. Le seul challenger du président sortant qui a été écarté des primaires de sa famille politique historique, le PDCI-RDA, vient également de perdre sa qualité de membre du dit parti pour indiscipline notoire constatée par le conseil de discipline de ce parti. Et pour tous ceux qui souhaitent découvrir davantage le candidat Kakabe et son offre politique, 3TV vous propose un entretien exclusif ce jeudi à partir de 20h35 sur ses antennes, bien entendu, pour tout savoir sur ce candidat. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur cette magnifique image d'éléphant, une photo prise dans la réserve de Nazenga, c'est dans le sud-ouest du Burkina. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne suite de programmes sur 3TV, la télévision interactive.